OK, bon, on took a little recess, donc on a pris une petite pause, nous sommes de retour. Donc là, on va sauter un point, on va aller au 5.1.3, on va aller au 5.1.4 parce que notre invité est arrivé. Donc, c'est le contrat de performance concernant la gestion des parcs, entre autres le bilan de la saison 2022-2023 des patinoires extérieures, des surfaces glacées et les recommandations pour la saison 2023 et 2024 pour notre arrondissement. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Marc Landry, donc du service des entretiens de la voirie, qui va nous faire une présentation sur Mr. Marc Landry from the Works Maintenance. And the subject today is the performance of our parks. Specifically, we're going to speak about our exterior skate rinks and recommendation for this year. So, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Plan de présentation, un peu sur le même principe que l'année passée qui avait été fait pour Nathalie Bourgeois. Je m'en viens vous présenter les offres de surface glacée, les statistiques d'achalandage de réservation d'école, les conditions météo. On ne se cache pas, on a eu une saison très difficile l'année passée. L'état de la situation budgétaire, les constats et opportunités, problématiques vécues en 22-23, estimer la consommation d'eau, question qui nous avait été posée lors d'une lors de la présentation de l'année passée, et les améliorations pour 23-24, questions et commentaires. Tout au long de la présentation, si vous voulez bien intervenir, vous pouvez me questionner. Offre des surfaces glacées à grandeur de la ville, bien entendu. 31 patinoires à bande qui sont gérées par la division des parcs. Il faut comprendre qu'on a la division des parcs qui s'occupe de patinoires, mais aussi on a des comités citoyens qui gèrent quelques patinoires. Fait que patinoire à bande, rond et plat de glace, sentier, patinoire bleu, blanc, rouge. Pour un total de 63 patinoires gérées par la division des parcs. Et du côté des comités citoyens, c'est 4 sites, mais chacun des sites a 2 patinoires, une patinoire à bande ou un rond et étanche de glace là, pour la patinoire. Pour un total de 71 endroits où est-ce qu'on peut aller patiner à grandeur de l'année. Les citoyens et citoyennes au parc, c'est Olivier Chauveau, Marie-Victorin, Saint-Charles-Garnier et Marie-Médiatrice. Et là, est-ce que vous avez une différence, parce qu'on parle de bénévoles, on a eu des difficultés avec les COVID, on passe au travers, au point de vue bénévole, est-ce que le taux de succès est quand même bien pour ces endroits-là? Je m'avancerais à dire que c'est quand même bien. On a de la relève dans certains parcs où il y a eu des mais je vous dirais ça un peu de défis à trouver, mais ça repart. Ça repart effectivement. C'est pas facile. C'est pas l'avenue la plus facile, je vous dirais, là, les bâtiments avec les bénévoles, bien entendu. Mais quand même, on va être capable d'opérer en cette année. Pour les statistiques d'achalandage, important, peut-être à votre gauche, là, les patinoires, si on prend le calendrier, les journées calendrier, du 1er janvier au 5 mars, qui compte 64 jours, on a eu seulement 25 jours d'ouverture sur les patinoires extérieures l'année passée. Ça a été, de ce que les jeunes disaient, c'était la pire année qu'on a vécue. Ça, c'est pour les patinoires extérieures. On a la chance d'avoir BBB, bleu, blanc, rouge, la patinoire réfrigérée, qui, elle, a été en jour calendrier là, du 5 décembre au 25 mars, qui est en opération pour une période de 111 jours. On a été fermé seulement 4 jours durant cette période-là pour pluie abondante lors des 4 journées. Et puis, aux alentours entre 10 et 20 mm de pluie. Fait que,
on a eu quand même, là, on a été capable d'offrir, malgré, vous allez voir tantôt les statistiques de la température, malgré les statistiques de température, là, la patinoire était ouverte pareil. Fait que, ce qui fait qu'on a un pourcentage à peu près sur c'est 25 jours sur 64 calendriers, qui veut dire 40% du temps là, où est-ce qu'on a été capable d'ouvrir la patinoire. Puis si on fait un petit parallèle ou une petite comparaison de l'année précédente, là, on était à 58% là, des journées qu'on avait été capable d'ouvrir. Ça a été très difficile. Puis on pourrait peut-être dire, je suppose, de les confirmer, mais les 25 jours ouverts, la qualité de la glace est quand même médiocre. Effectivement, la qualité de glace n'était pas la même. Et en plus, ce n'était pas tous les sites qui ont été ouverts. On est obligé de fermer certains sites parce qu'on de nature sécuritaire pour les gens. Fait que du côté des statistiques, si je descends un peu ce qui va probablement plus vous intéresser du côté de Bateau Beaver, on a noté une petite. Oh, excusez. J'ai voulu. On a noté là, une petite. Moins de participation à Bateau Beaver l'année passée. Bien entendu, il faut faire attention. Nous, comment c'est compté? C'est nos employés qui sont là à la patinoire. C'est compté 3 fois par jour. On fait une moyenne de ça. Il peut arriver à différentes heures parce que souvent, on va travailler sur 2 patinoires. On n'est pas toujours systématique. La chose qui est sûre, c'est qu'on a fait 3 fois par jour, matin, midi, soir, et on prend la moyenne des 3 pour pouvoir avoir le chiffre d'achalandage. Par contre, il n'y a rien de scientifique, c'est l'employé au moment qui est là que c'est fait. Si on mettait le tableau en pourcentage, ça fait une différence au point de vue, parce que l'on compare l'année passée, l'année d'avant, l'année passée, puis je ne sais pas si dans le but c'est de comparer une patinoire à l'autre, si c'est vraiment une. Oui. Ça aiderait tout. Je ne sais pas, il faudrait faire l'exercice. Moyenne. La moyenne, c'est ça. Ouais. Puis, du côté de, vous avez l'anneau à Saint-Daniel qui se retrouve dans le bas. Il faut faire attention encore là. Sur le territoire de la commission scolaire, c'est en partenariat avec eux autres. Souvent, les jeunes vont là. Effectivement, je n'ai pas la même surveillance sur un anneau qu'une patinoire. Fait que il y a le fait aussi que souvent l'école va l'utiliser et ne réserve pas toujours sa plage de réservation. Parce que je sais que c'est son territoire. Ça a été un défi de les forcer à réserver. Ouais. C'est pour remplir encore. Tout à fait. Donc, on n'a pas ce statistique-là. Exact. Ben oui, je vais vous la préjuger, la statistique. Okay. Ici, si je m'en vais voir la prochaine, Daniel, ça va peut-être être plus vite que moi. Ah oui, elle est là. Puis l'année passée, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, là, les statistiques n'ont pas été capables de sortir la statistique. Ça change de direction des fois. Ouais, exact. Fait que, puis on peut revoir, là, 22-23, là, il y a eu seulement 8 réservations qui ont été faites dans le système le système ludique qu'on appelle, qui est notre système de réservation, pour un total de 11 heures. C'est pas beaucoup. 21-22, oui. Exactement. Mais c'est encore là, on peut peut-être croire que la qualité de la glace est assez asie. La température, la qualité de la glace, tout ça, c'est des facteurs qui ont certainement influencé les. Par contre, vous noterez qu'au total, le nombre de réservations a quand même augmenté pour les écoles. Là. On est passé de 327, une moyenne de 327 les 2 dernières années, puis on est monté à 377 l'année passée au total. Pour un nombre d'heures aussi de 937. Le fait de réserver la patinoire aussi aide les écoles
à s'assurer que la patinoire allait être grattée le matin, parce que nous autres, bien entendu, lorsqu'on sait que telle patinoire est réservée, il y a un accès qui est mis, il y a une priorité qui est mise de la part de nos contremaîtres avec les équipes pour s'assurer qu'elles soient prêtes. Avec, le bien de réserver les patinoires, c'est un des enjeux là, qui peut aider là, pour s'assurer quand le client va arriver, le client, l'école va arriver, s'assurer que la patinoire va être prête. Par contre, je sais qu'il y a eu quelques enjeux de qu'il y a des tempêtes de neige dans la nuit. C'est un enjeu. On a une équipe qu'on sépare en deux, fait que si on sépare de réservation en même temps, c'est pas toujours facile de réussir à offrir là, toutes les patinoires ouvertes selon les réservations. Surtout si sont le matin. Fait que ici, l'achalandage, les 5 sites les plus populaires avec un achalandage moyen sur 3 ans, Saint-Alphonse, Charland, Domaine Howard, même fermé l'année passée. Vous vous souvenez que l'année passée, on n'a même pas été capable d'ouvrir le Domaine Howard. Quelques raisons qui ont fait qu'on n'a pas été capable. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Les moins populaires avec l'achalandage, c'est le parc Saint-Daniel, Saint-François, Deux-Ruisseaux, Valais-Patoine et parc de Valais. Moi, ce que je me posais comme question, c'est est-ce qu'il y a suffisamment qui est fait présentement pour que les gens connaissent donc cet anneau de glace-là au Saint-Daniel, au niveau des communications, au niveau de comment le site web est fait, etc. Je vais faire mon miroir et je vais demander avec André là, qui a une bonne expérience et qui est dans le coin. C'est certain que sur le site Internet de la ville, toutes les patinoires sont là, c'est mis à jour quotidiennement, savoir si tu ouvres, si tu permets. On remarque des statistiques d'achalandage du site progressent d'année en année. Est-ce que c'est assez? Puis, pour le vue des coms, ça pas si d'autres. Ben, évidemment, il fait partie de tout le réseau des patinoires. Fait qu'il y a la même publicité, promotion que l'ensemble des autres patinoires de la ville de Sherbrooke. Évidemment, nous autres, on essaie aussi d'interpeller beaucoup les écoles, l'IS et Saint-Antoine aussi, qui puissent l'utiliser. C'est sûr que Centennial, moi je pense, là, puis tu en as fait mention, Marc, M. Landry en a fait mention, c'est qu'il réserve très peu. Il réserve très peu, puis quand il y a une belle journée, je suppose que le matin même, il se décide, le professeur d'éducation physique décide d'y aller avec des groupes matin même, fait qu'ils ne prennent pas la peine nécessairement de réserver. Fait que il est plus utilisé qu'on pense, même si on la voit en bas là, de l'échelle. Voilà, puis le fait qu'il y a eu 25 jours ouvrables l'année passée fait en sorte que ça diminue peut-être des fois l'intérêt. Mais aussi, quand on parle de réservation, on n'a pas le droit d'aller pendant les heures d'école. Comme le citoyen n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Tu fais bien de le mentionner. Ça, c'est un autre point aussi, c'est qu'on privilégie durant les heures scolaires à ce que LIS et l'École Saint-Antoine puissent l'utiliser. Donc pour eux autres, la réservation, c'est pas logique. Ils ont déjà une réservation, si tu veux, parce que c'est réservé pour eux autres. Est-ce Je ne sais pas si on ne peut pas le mettre dans les calculs de quelque façon, ça. Puis peut-être aussi, ce qu'on fait avec la lanterne habituellement, on donne l'information, puis normalement, elle devrait être dessus. Pour Atto Beaver, puis LIS, on met toujours l'emphase sur les deux patinoires-là pour les gens locaux. Est-ce qu'il y aurait lieu de faire plus? Il faudrait voir. Mais c'est ce qu'on a déjà en place. Je pense qu'au point de vue ville, au point de vue communication, la job est faite. C'est juste parce qu'on n'est pas trop actif, on ne va pas comme notre coordonnateur va aller porter une lettre à toutes les portes. Donc, on a notre lanterne qu'on se sert. C'est notre limite, vraiment, à moins qu'on fasse du porteur.
Fait que ça ici, après ça, du côté des statistiques, vous avez à gauche là, la température moyenne pour chacune des semaines, là, ce qui a été pendant la période hivernale, ou presque toutes les semaines. Ce qui est important de mentionner, le petit encadré en bleu foncé, là, au 20 janvier, là, on était rendu à 6 semaines qui avaient été consacrées au démarrage des patinoires. Normalement, une saison régulière, ça prend 2 semaines. L'année passée, ça a pris 6 semaines. Fait que ça a été très dur sur les employés, là, je ne vous en cache pas. Ça a découlé troubles musculo-squelettiques. C'est dur de démarrer les patinoires. Tirer le boyau, se rendre au bout de la patinoire. Tandis que quelqu'un qui fait juste un petit arrosage puis que c'est parti, c'est de la maintenance que tu fais. Tandis que quelqu'un qui est en début d'opération, c'est beaucoup plus dur. Ça a été. Après ces 6 semaines-là, on a remarqué le taux d'absentéisme un peu plus important de la part des employés parce que c'était fatigué de nuit. Le monde de nuit pour donner un blitz. Ça a un impact là, sur les employés. L'autre petit encadré qui est un peu plus dans le haut, c'est le nombre de journées. La cause de cette problématique-là, c'est vraiment le nombre de journées où la température a été au-dessus de zéro. Au mois de décembre, 9 journées au-dessus de zéro. Où est-ce que ça se garde? C'est en janvier, 14 journées au-dessus de zéro l'année passée, puis en février, 15 journées au-dessus de zéro. Fait que ça a été oui, je vais me permettre de dire, c'est une des pires années que j'ai vues, moi, en 20 quelques années depuis que j'étais à la ville de Sherbrooke. C'est une des pires années au niveau de la température pour occuper puis utiliser les glaces à l'extérieur. Les citoyens, ils le remarquent sur la qualité de la patinoire, vous mentionnez. Ça a un effet sur la qualité. C'est certain. C'est ça qui est marqué là, dans le dernier petit encadré dans le bas. Il est important de spécifier qu'à l'ouverture au 20 janvier de la météo, ça ne va pas être capable d'atteindre les standards qu'on est habitué. C'est sûr, la qualité de glace n'était pas aussi belle que dans les années précédentes. Du côté budgétaire, comment vous ramenez ça? J'ai tenté de faire, il y a tout le temps eu ces chiffres-là, mais j'ai tenté de vous ramener ça un petit peu plus pour dire, oh, on a quand même des coûts assez importants de ça. Fait que, en 2022-2023, ici, quand vous regardez, vous voyez mon curseur, quand je parle de 462 451, c'est le budget d'opération pour les patinoires du 1er janvier au 5 mars. Ce qui fait que ça, c'est vraiment les opérations de démarrage et de maintenance là, qui ont été tenues dans ces journées-là. On revient aux alentours d'à peu près une moyenne de 7 226 $ par jour. C'est des jours calendriers. Par contre, si on prend notre 462 451 puis on met ça sur 25 jours ouvrables, là, on voit que le prix explose du coût de la patinoire. On monte à 18 498 par journée d'opération pour les patinoires. Et si j'ajoute à cela le montage des bandes, le démontage, les investissements sur les réparations des bandes de patinoires qui sont dans mon budget d'opération, mon budget total pour l'opération des patinoires est de 932 609. Réparation, montage, démontage, le remplacement de certaines bandes. On vient à un coût d'à peu près 37 304 $ par jour d'ouverture pour la saison.
Bien entendu, plus la saison est courte, plus le prix sera élevé à cause des frais fixes que nous avons, des démarrages, des montages, réparation des patinoires. Ça, ce côté-là, j'ai les opportunités, l'état des patinoires. Je vais passer directement pour celles-là qui vont vous intéresser. Parc Atto Beaver, bien entendu, la patinoire, les bandes, c'est une patinoire avec bandes fixes, qui a été faite en 2010. On arrive en fin de vie de la patinoire. Les bandes sont en fin de vie. J'ai mis une petite légende que j'ai rajoutée de suite aux commentaires. Ce qui est en rouge, là, ce qu'on vise, c'est un remplacement là, de 1 à 3 ans qu'il va falloir qu'on remplace. De 3 ans, c'est dans la situation la plus optimiste. Optimiste, mais il va falloir se pencher. Fait que là, à partir, en vous annonçant ça ici, il va y avoir des rencontres avec André, M. Blanc, dans les prochaines semaines pour la préparation budgétaire de la cédule 6 qui va vous être présentée. Et à partir de là, des possibilités pour devoir. Point de vue remplacement d'équipement, parce que là, on a des bandes de bois avec c'est ça. Est-ce qu'on remplace avec des bandes de bois ou si les normes nous obligent à faire autre chose que. Tout est sur la table. Tout est sur la table. On va vous présenter les options que vous avez. Ce sera à vous de choisir. Il y a les bandes, il y a la surface. Vous êtes sur une surface Gravelée, oui. Exact. Est-ce qu'on veut aller vers une surface asphaltée? C'est un mélange de béton et d'asphalte qu'on fait. Ça nous permet d'utiliser la patinoire à l'année. Fait que le bord est très populaire. C'est merveilleux. Bande de bois, bande de plastique. Il y a beaucoup d'arrondissements qui ont fait les nouvelles patinoires, on est allé avec les bandes de plastique. Fait que les options vont vous être présentées. C'est certain que c'est pas le même coût. On s'entend. Les bandes de plastique avec une surface dure, une nouvelle surface. J'ai hâte de voir les prochains coûts, mais les années passées, c'était aux alentours de 300 000 que ça coûtait. Est-ce que c'est le genre de projet qu'on peut aller chercher des subventions? Il n'y a pas eu de subvention. Il n'y a pas eu de subvention. Si vous faites référence au Parfir qu'on a présentement, le Parfir, vous êtes probablement au courant, l'accent a été mis du côté des piscines. Donc, on s'en va vers là. Il n'y a pas de patinoire. À moins qu'il y aurait d'autres. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres programmes là, pour le. Les élus de certains arrondissements nous ont demandé aussi de regarder, de vraiment tout mettre sur la table. Ouais. Avoir un toit, avoir un patinoire réfrigéré. On va soumettre des estimés, on va voir là, comment est-ce qu'on peut aller avec ça. Le toit a certainement un bon côté qui nous empêche de s'arrêter moins fermé, c'est sûr, juste avec un toit. Malgré quand il pleut, la problématique, c'est lorsqu'il pleut, il faut laisser le temps de. Ça cumulait des fois 5 à 10 mm de pluie. Il faut laisser le temps que ça gèle. Ça crée une fausse glace. On a des problématiques, tandis qu'avec un toit. Mais ça va sortir. Oui, exactement. On va voir les chiffres qui vont nous sortir, mais on s'attaque pour le. Certainement, la prochaine, pas de la cédule 6 de cette année, mais le prochain budget de la cédule 6 de l'année prochaine, donc on va avoir les chiffres et des estimés pour chacun des enjeux et des options qu'on va vous présenter. Fait que, on est là pour du côté d'Atto Beaver.
Les problématiques vécues en 2022-2023, ben, je vous en ai parlé, là, le démarrage des patinoires sur une période de plus de 6 semaines. Donc, actuellement, ça se fait sur 2 semaines. J'ai hâte de voir là, comment ça va aller déjà présentement. On s'entend, les conditions sont déjà meilleures un petit peu que l'année passée. Cette année, on va voir comment il va leur encore. Le but, c'est d'avoir des patinoires. Ce qu'on vise au parc, c'est d'avoir l'ouverture des patinoires pour le congé des fêtes. Ça, c'est dans le monde idéal. C'est ce qui est visé à toutes les années, c'est ce qui est visé. Je peux vous faire une petite, parler un petit peu de l'état du domaine en haut. Effectivement, avec la température en dents de scie, puis l'année passée, il y avait eu une grosse tempête le 18 décembre avec un peu comme la dernière qu'on vient d'avoir, beaucoup d'eau dedans, elle nous a amené une problématique. Il y avait déjà un petit peu de glace sur le domaine. Ça avait amené une problématique l'année passée avec la neige lourde, mouillée qui était tombée. Je ne peux pas m'avancer encore, je n'ai pas été la voir cette année. Qu'est-ce que ça a fait? Autre chose aussi qui a eu un impact l'année passée, c'est qu'il y avait énormément de nénuphars dans l'étang. Le nénuphar se désagrège, puis il vient affecter directement la qualité de la glace. Ça, c'est sûr. Là, cette année, ce qu'on avait envisagé, c'était de faire du focardage. Le focardage, c'est qu'on vient couper les arbres, les nénuphars, on vient couper ça, puis on les ramasse, on les sort. C'était fait, jusqu'en 2015, c'était fait annuellement dans l'étang. À un moment donné, ça a été contesté. Oui, exactement. Puis l'année passée, j'ai montré des photos, il y avait énormément de nénuphars. Puis là, cette année, je ne sais pas pourquoi, on regardait pour faire ça, puis on est allé faire l'inspection. Quasiment pas de nénuphars dans l'étang. Puis on va voir si ça va avoir une influence sur laquelle. Je pense que oui. Non, je pense que ça va avoir une influence sur l'état de la glace cette année. Si la température collabore. Il y a d'autres travaux qui ont déjà été faits aussi dans l'étang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait déjà vidé l'étang. Oui. Aller nettoyer le fond, enlever une couche de sédiments dans le fond. Fait que ça aussi pourrait être une action envisageable. Bien entendu, de ce côté-là, on va aller avec l'équipe d'environnement et l'ingénierie à savoir si c'est possible, si c'est encore souhaitable de faire ça. Mais là, déjà qu'on a moins de nénuphars cette année, on espère que ça va nous. On va avoir la cause. Oui, exact. Autre chose, problématique vécue, ça ne vous touche pas, sont là, c'est quand une patinoire est sur un terrain sportif, bien entendu, ça affecte la qualité du terrain sportif. Ça nous donne des enjeux en début de saison de pouvoir partir les terrains sportifs, le terrain de baseball, le terrain de soccer, parce que la glace vient brûler complètement la surface. Fait qu'on est obligé de remettre un peu plus d'engrais. Puis, bien entendu, on partir ça. Puis, la saison de la patinoire ayant une saison beaucoup moins longue que la saison estivale, puis l'utilisation des terrains, c'est un questionnement qu'on va avoir à faire, à savoir lorsqu'on a des patinoires sur des terrains sportifs, est-ce la bonne place? Mais là, tu notes ça parce qu'il doit y avoir un impact financier aussi. Oui. On va faire une décision. Exactement. La main-d'œuvre, des enjeux, les problématiques qu'on a vécues, bien entendu, aussi le personnel code bleu affecté aux patinoires est issu de la banque de personnel de toute la ville. On ne s'en cache pas. On a de la misère aussi à recruter du personnel, des employés journaliers, des employés travaillent fort. Mais il y a un enjeu d'embauche.
l'absentéisme, comme je vous disais, a été beaucoup plus marqué l'année passée. Là. C'était, c'est sûr qu'on a beaucoup d'employés, là, mais c'était une 15 à 20 absences là, par semaine là, qu'on pouvait voir là, sur 65 personnes. Là, 65 membres du personnel qui s'occupent de la des bâtiments. Et quand on parle de pénurie, les conditions sont bonnes à la ville, mais la condition par salaire partante, est-ce que c'est quelque chose d'incitatif, ça, ou non? Est-ce que ça l'aide ou c'est quelque chose qu'il faut travailler? Je pense qu'il va y avoir plein de choses à travailler pour être un peu plus attractif. Oui, c'est ça. Parce que je sais que la partie bénéfice est bonne, mais le salaire même, le départ, c'est peut-être un facteur. Votre opinion là-dessus? Oui, il y a du travail à faire. Oui, oui tout à fait. Il y a du travail à faire. Tous les employeurs, on est dans la même situation. Il y en a qui sont très attractifs, effectivement. Autre chose aussi importante, c'est que par ailleurs, la division des parcs et espaces verts est mise à contribution lors des opérations de déneigement et surtout des opérations de ramassage de neige. Lorsque la voirie fait une opération de ramassage de neige, va venir chercher des employés chez nous pour les envoyer de nuit pour être signaleurs à l'avant du souffleur. Ce qui fait que nous autres, ça fragilise aussi notre capacité d'offrir le service de qualité. Et dans ce temps-là, on vient avec, ça peut amener certaines fermetures de patinoires dans certains secteurs, là, des bris de service. Puis il y a des patinoires qui sont beaucoup moins exploitées, qui ont beaucoup moins d'utilisation. C'est quelque chose qui sont ciblés là, fait que, pour les nommer, le Valin-Patoine, Ernest Bergeron, Belvedere, Deux-Ruisseaux, quand on ferme les groupes de nuit, c'est les premières patinoires qui écopent. On ne parle pas de Saint-Aliel parce qu'il faut comprendre que c'est un anneau, puis c'est pas les mêmes équipes qui s'occupent des anneaux versus les patinoires de hockey. D'un point de vue, financier, le Centennial, puisque c'est juste un anneau, y a-t-il un avantage au point de vue financier? Parce que c'est pas beaucoup, c'est quand même assez cher pour ce qu'on a. Je ne voudrais pas m'avancer sur le coût. Je ne m'avancerai pas sur le coup. Ça n'a jamais été. C'est très dur. Hein? On a un budget global et on n'a pas on n'avait pas ça n'a jamais été fait de savoir une patinoire à bande versus un anneau, quelle est la différence? Il y a de la machinerie du côté de l'anneau, ça prend moins de temps, mais il y a de la machinerie, tandis que du côté des patinoires à bande, peut-être un petit peu plus de monde, un petit peu plus d'huile de bras, bien entendu, qui va faire le travail, là, mais ça n'a jamais été, c'est dans l'enveloppe globale des patinoires. La consommation d'eau, c'est une question qui avait été demandée par un élu l'année passée. Simplement pour vous dire, c'est un chiffre qui est là, mais qui est très. On a un compteur d'eau à grandeur, c'est à la demande d'un élu, ça fait que c'est vraiment sur une moyenne. Nous consommons à peu près 41 litres d'eau à la minute lorsqu'on arrose, soit 2468 litres par heure. On compte que pour un démarrage, là, c'est à peu près, on arrose pendant 8 heures de temps, pour le ramener sur 7 jours, fois 25 sites, on est à peu près à 3444 mètres cubes d'eau qu'on peut utiliser. Le temps d'arrosage en des opérations régulières, là, on voit qu'on part de 8 heures et on descend ça à 3 heures. Par contre, on l'a multiplié, si on serait sur une saison normale de 77 jours, c'est 14 200 mètres cubes. Puis, la situation particulière de l'année passée, le fait qu'on a été pendant 21 jours en redémarrage sur les 25 sites, là, ça a monté notre consommation d'eau à 21 957 mètres cubes d'eau.
en comptant, bien entendu, l'opération. On m'avait demandé de faire le lien versus le Mont-Bellevue. Le Mont-Bellevue, la quantité consommée d'eau avec la Mont-Bellevue, avec les canons. On est à peu près, on a estimé l'année passée à 29 000 mètres cubes d'eau pour le Mont-Bellevue. Une statistique intéressante. Une famille de 4 personnes consomme en moyenne 620 mètres cubes d'eau par année au Québec. Ce n'est pas la statistique de Sherbrooke. Je pense qu'on est à moins que ça, pas mal, là, des derniers chiffres que j'ai vus d'Alexandre Henrich. De mémoire, il me semble que j'ai vu 400 mètres cubes par famille ici à Sherbrooke. Puis une piscine de 21 pieds, juste aussi, à peu près 39,5 mètres cubes d'eau. Fait que les améliorations pour 23-24, c'est pas des améliorations, mais c'est plus des points de vue de discussion parce que c'est statu quo cette année. On reste avec le même nombre de patinoires. On est là pour lancer le débat et pour on vient sonder, voir vers où les élus veulent aller. Fait que nous autres, c'est certain qu'il y a des recommandations de bon air. Là. Nous autres, il y a un achalandage faible. Peut-être fermer cette patinoire-là puis rediriger les gens vers Couturier. Cambron, on a 2 patinoires, les 2 sont sur le terrain de baseball. On a refait l'avant-champ. C'est une suggestion qu'on fait aussi, nous autres, ça serait de retirer une des 2 patinoires. Une recommandation aussi de fermer des rangs. On vient de refaire la patinoire Charland, avec des bandes en PHD, de toute beauté, une surface dure. Fait que nous autres, on recommande là, la fermeture de Béranlot. Du côté de Valère-Patoine aussi, c'est des suggestions qu'on fait aussi de fermer là, avec le faible achalandage, de fermer Valère-Patoine, dirigé vers Ernest-Bergeron. Et la dernière qui est de fermer 2 ruisseaux pour rediriger les gens vers la marine médiatrice Paul-Marais. Bien entendu, nous allons regarder les options d'acheter des patinoires réfrigérées et ou couvertes là, pour tenter de compenser. Oui, exactement. Là, je regarde les patinoires fermées. Là, on parlait plus d'opinion publique. Oui. Tu fermes une patinoire pour une saison parfaite. Autrement dit, il y a un petit risque dans les gestes qu'on fait. Comme je vous disais, cette année, statu quo, tout va être ouvert. On va voir aussi, là, n'arrête pas de nous parler du réchauffement de la planète. Ça va, il y a une tendance qui va aller vers ça encore cette année. On va-tu remarquer ça? J'imagine que vous allez être en mesure d'évaluer ça aussi, le nombre de saisons mortes ou faibles par rapport à dans 10 ans. Parce que c'est ça que ça prend, les statistiques de 10 ans. Pour faire une décision, c'est un année ou 2. Oui. Une chose est sûre, c'est que les statistiques d'achalandage d'année après année semblent, c'est tout le temps la même ligne, avec les patinoires les moins achalandés. Okay. Ça se maintient de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on a surtout visé ces patinoires-là qui ont fait l'achalandage. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I'll just say a comment in English that if anybody was looking at the numbers, that Centennial or LES as we call it is always in the top, is always one of the top bottom 5. So if you don't want to lose it, as they say, use it or lose it. Yes. And if you have an opinion, please let us know because we would like feedback from the community. Because for at least 6 years now, we've been fighting to keep Centennial open because the statistics don't show that people use it much.
That's my comment. Great. And I may add to that one is that the fact that LES uses it and we consider them a member of our community, but the stats aren't calculated LES. But we're going to look if we can do something about that to include in the stats of uses. Because for sure in these days of not much money and with climate change too, it's getting harder and harder to keep the outside rinks open, the natural rinks like that open. There's that risk. So maybe there's better ways to spend the money. Very important comment, thank you. Si en français, vous avez besoin d'informations aussi, on ne chaîne pas. Anybody that wants more information on what we're dealing with here today, don't be shy to contact us. You have 3 counselors you can reach here, so please do so. Merci beaucoup. Merci. Bien apprécié. Merci. Ça enchaîne. 5.1.2. Donc là, on va retourner sur notre agenda. On avait sauté le point 5.1.3 parce que notre invité était arrivé. Point 2. 5.1.3. Ouais. Point 2, et après ça, point Et 3. après, Ah, OK. 5.1.2, excusez. J'ai sauté un moi-même. Donc, 5.1.2, on priorisation des requêtes en circulation dans le bloc de Delphine. Donc, je vais passer la parole à notre coordonnateur d'arrondissement, M. Paul Chapdelaine. Merci. Alors, aujourd'hui, je vous présente une requête en circulation sur le chemin Thomas Woodward. Si vous avez pris la peine de le vérifier, là, on a fait une priorisation avec le formulaire de priorisation par l'arrondissement. Alors, la note est sur 46 et cette requête obtient un pointage de 9 sur 46, étant donné qu'il n'y a pas d'école sur cette rue-là, sur ce chemin-là. C'est ce qui fait que ça cote pas très haut. Mais la particularité du chemin Thomas Woodward, c'est que la limite de vitesse est présentement affichée à 60 km/h. Donc, le requérant demande d'abaisser la limite de vitesse à 40 km/h. Question? Donc, ce que nous dites, c'est que là, on a eu cette demande. Puis, dans la demande, on n'a pas fait de demande spécifique. On a juste demandé de ralentir la vitesse. Donc, De changer la signalisation. de 60 à 50. Oui. OK. 40. À 40. À 40. Oui. C'est ça. OK. Donc, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a eu une mention parce que je sais qu'il y a quand même plusieurs maisons dans le secteur en haut. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de piétons qui se sont impliqués dans cette À chaque requête, on demande, on exige que le requérant nous fournisse 5 signatures en appui à sa requête. Et dans ce cas-ci, il a fait la démarche. Oui. Oui. Je pense qu'il a eu plus, hein? Oui. En plus, OK. Oui. C'est bien. Parce que le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de accotements et c'est très difficile pour les gens d'aller prendre une marche parce que les autos vont tellement vite. Parce que oui, l'affichage de vitesse est à 60, mais la plupart du temps, c'est comme 70, 80. Donc, c'est très dangereux pour les citoyens du coin de juste prendre une marche. Sur Thomas Woodward. Et c'est un chemin qui est en pente aussi beaucoup. Oui, oui. Donc, et en lacet. Donc, oui, c'est tout à fait approprié cette requête. Oui. Donc, la prochaine étape, c'est? La prochaine étape, c'est de transmettre ce que vous décidez aujourd'hui au service des infrastructures urbaines pour qu'il soit analysé et qu'il y ait une recommandation. C'est important de comprendre, le service d'infrastructure urbaine va analyser la demande. Oui. Il va amener, en fonction des études et de l'analyse, il va amener une recommandation ici au conseil d'arrondissement et puis pour que cette recommandation-là, si vous l'acceptez, qu'elle soit transmise pour adoption au conseil municipal. Ça va aller en début 2024, fort possiblement. Début ou février-mars.
Puis, en ce qui concerne le suivi de la personne qui a fait la demande, j'imagine après le conseil, il y a un suivi, ou bien si on attend que nos services amènent la recommandation, puis là, ça s'en va. C'est très possible d'aviser le requérant que vous avez accepté la requête, mais il n'y aura pas de décision prise. Non, c'est juste faire certain qu'il est au courant des étapes, là, puis Certainement. on passe au processus. On va s'en occuper. Parfait. Merci. OK, donc, pas d'autres questions? Should we summarize? Oh, yes, yes, sorry. Yep, there had been a request for Thomas Woodward Street for a reduction of the speed. There is presently a speed limit at 60 kilometers an hour, and we're looking into bringing it down to 50 kilometers an hour. And I was asking if 40. 40, sorry, request for 40. So I was asking about the next step for this. So this is something that has been accepted presently at the borough office to be able to submit it to our services for an evaluation and a recommendation. So it's going to be a follow-up on that. So that was 5.1.2. So we're going to move on to 5.1.3, which is adoption of another request there. OK, donc 5.1.3, donc une autre requête en circulation que M. Chapdelaine nous présente. Oui. Alors, cette requête est passée directement au service des infrastructures urbaines qui l'a analysée et qui nous arrive aujourd'hui avec une recommandation. Alors, cette requête concerne l'intersection des rues Charles-Lennox et Mantes. Il est demandé d'installer une signalisation concernant les panneaux d'arrêt qui respectent les normes du MT-MDQ à l'intersection des rues Charles-Lennox et Mantes. Alors, dans l'analyse, il y a plusieurs considérants. Si vous voulez bien, je vais vous les lire. Considérant la procédure de traitement des requêtes concernant la circulation et la sécurité routière, incluant la grille d'analyse pour implantation d'arrêt toutes directions, considérant que le comptage et la visibilité ont été réalisés au mois de juillet 2023 à l'intersection des rues Charles-Lennox et Mantes, considérant que la grille d'analyse pour valider un arrêt obtient un résultat de 48 à l'intersection des rues Mantes et Charles-Lennox, sachant que 30 points furent donnés pour la visibilité et que l'implantation des arrêts toutes directions n'est pas justifiée avec un résultat de moins de 60, considérant que le ratio des débits de la route principale, en parenthèse Mantes, sur la secondaire, en parenthèse Charles-Lennox, est supérieur à 2,3, ce qui n'est pas recommandé par les normes du MT-MDQ, considérant que le MT-MDQ recommande que le panneau arrêt ne doit pas être utilisé à seule fin de faire ralentir la circulation, considérant que la signalisation en place ne respecte pas les normes du MT-MDQ et considérant que les démarches seront faites auprès des citoyens afin d'améliorer la visibilité en coupant la végétation problématique, il est recommandé d'enlever le panneau d'arrêt selon la procédure des normes MT-MDQ pour l'approche de la rue Mantes en direction est à l'intersection de la rue Charles-Lennox, de faire des démarches auprès des citoyens afin d'améliorer la visibilité par l'émondage de la végétation à l'intersection des rues Charles-Lennox et Mantes, et de poursuivre la campagne de sensibilisation de la réduction de la vitesse dans la rue Mantes. Par la suite, la situation sera réévaluée pour des mesures de mitigation de la vitesse afin de contrer le retrait du panneau d'arrêt. Les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens. C'est ce qui est recommandé par le service des infrastructures urbaines. Merci. Il y a des questions? Donc, moi, si je comprends bien, la requête est en interne. Donc, ce n'est pas un citoyen qui a fait la requête. C'est vraiment nos services qui font la requête présentement. Moi, c'est sûr que d'enlever un panneau stop, je trouve toujours ça moins intéressant que d'en ajouter, surtout dans un contexte où, effectivement, sur la rue Mantes, il y a eu beaucoup de problématiques de vitesse. Les citoyens en parlent constamment. Il y a eu différentes interventions par le passé qui se sont soulevées parfois par des réussites où on a réussi à ralentir
la circulation, mais toujours sur des délais conscrits dans le temps. Donc, le problème réapparaît, il va disparaître, réapparaît, il va disparaître. Donc, dans ce contexte-là, moi, je ne suis pas nécessairement en faveur d'enlever un stop, d'autant plus que je pense que ça conscientise les gens au fait qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui restent dans le coin. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont là, parfois en bas âge. Donc, pour moi, d'enlever une mesure de sécurité là, ce serait peut-être inadapté, selon moi. Donc, c'est Monsieur important, Blanc. là. Donc, est-ce que, M. Lirette-Gilna, vous donnez votre dissidence à cette recommandation-là? Est-ce que c'est ça? À moins qu'il y ait un vote, et puis voilà. Sinon, ben, c'est la Parce que c'est une décision du conseil d'arrondissement, donc ça prend 2 sur 3 pour être approuvé, majorité ou l'unanimité à 3 sur 3. Donc, la décision vous revient, la recommandation, parce que c'est que soit vous la recommandez comme est inscrit la recommandation du SCU, ou sinon vous dites que vous ne la recommandez pas et puis le dossier est transféré pour décision au conseil municipal. Ce que moi, personnellement, je suis d'accord avec, c'est de faire de la sensibilisation pour l'élagage de la végétation, puis de poursuivre les campagnes de sensibilisation. Ces aspects-là, moi, je suis en faveur. Ce que je ne suis pas en faveur, c'est d'ôter l'arrêt stop. C'est en lien avec les normes aussi, là, comme vous avez pu voir. Fait que, il s'agit de savoir, là, comme je vous indique, est-ce qu'il y a une recommandation favorable ou non? Ça prend 2 sur 3 ou... Ben, j'ai plutôt une question avant. Je suis un petit peu d'accord avec toi, mais à quelque part, dans ça, le stop étant là, ils ont fait des études, ils ont fait des mesures, ils enlèvent le stop. Après ça, ils vont faire d'autres études, d'autres mesures. Puis, si la situation est devenue pire, est-ce qu'on peut remettre le stop? Moi, je pense que la réponse est non. C'est parce que c'est aux normes d'unité. Exactement. C'est pour ça qu'il est enlevé. C'est ça. Exactement. Et non justifié. Non justifié, c'est ça. Mais pour là, on peut parler d'opinion publique, mais physiquement, c'est pour ça que je me fie sur les statistiques. Si on enlève le stop, puis on voit que la situation est pire, on ne peut pas mettre le stop. Si on laisse le stop là, si on vote de laisser le stop là aujourd'hui, ça va au conseil, puis c'est le conseil qui va décider. Ben, c'est peut-être bon de dire qu'il peut y avoir d'autres mesures qui peuvent être mises en place. C'est ça. Ben, excuse. C'est ça, c'est peut-être qu'il n'y aura pas le stop, mais il peut y avoir d'autres mesures. C'est ça, je pense, la dernière recommandation, c'est de poursuivre la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse dans la rue Mante, ce qui est déjà entamé, ce qui a déjà été fait en 2023. Et par la suite, la situation sera réévaluée. C'est ça. Et pour des mesures de mitigation. Donc, ça va être certainement des mesures différentes d'un panneau d'arrêt. C'est ça. Mais la seule chose que je crains, c'est qu'on a le stop, puis on a plus de plaintes. Moi, je parle de réaction citoyenne, d'opinion publique. C'est de quoi je parle. C'est qu'on enlève le stop et on a une réaction. Bien sûr, c'est négatif. Bien sûr, par rapport à ce qu'il y a plus de vitesse. C'est la partie. Parce que oui, j'ai confiance au service, je sais qu'ils font le travail, mais c'est trop à longue haleine. Donc, c'est pour ça, ce que je crains, c'est que si on enlève le stop, on a des effets négatifs, c'est qu'on prend du temps avant qu'on mais les gens sont avisés, les gens sont informés par l'installation d'une signalisation adéquate pour dire, ben, dorénavant, il y a une nouvelle signalisation où il n'y a plus de signalisation. Ça va être indiqué, les gens vont pouvoir apprivoiser ce changement-là. Il y a une couple de questions. Est-ce que c'est un stop à 4 directions? Non. Ben, c'est-à-dire 3 directions. 3. Et pourquoi est-ce que ça a été mis là comme au début? Je ne sais pas la Ça date de plusieurs années. Ça date probablement de l'ancienne ville de Lennoxville. On n'a pas l'origine, mais c'est sûr que on ne sait pas dans quel contexte ça a été mis. On n'a pas l'historique, mais ça ne répond pas aux normes du ministère. C'est ça l'enjeu. C'est ça qu'on a comme
particularité pour ce dossier-là? Parce qu'on a déjà eu des problèmes sur Mount avec la vitesse, avec les gens qui descendent. Ils prennent un shortcut pour aller au global. Ça me semble que c'était dans le dernier mandat. Ils ont mis un afficheur de vitesse comme pas fixe, mais sur temporaire. Oui, donc on a déjà eu des problèmes de vitesse. Et il y a des familles, ça m'inquiète un peu parce que si on enlève le stop, et si, comme il y a un enfant ou quelqu'un qui traverse sans penser que le stop n'est plus là, et comme je sais que c'est si, mais comme je sais pas. Tendance rejetée là-dedans. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne l'acceptez pas, je veux dire, si vous ne la recommandez pas telle quelle, ça va être indiqué dans la résolution du conseil d'arrondissement ou conseil municipal que le conseil ne recommande pas. Mais la décision va être prise par le conseil municipal. Est-ce que c'est possible, par exemple, de recommander donc les mesures de sensibilisation de réduction de vitesse, de recommander la sensibilisation pour ce qui est de la végétation, mais de ne pas recommander le retrait du stop? Bon, on le prend en bloc, OK? On le prend en bloc parce que c'est une recommandation en bloc, là. C'est concernant tout ça, là. Tu vois, c'est en lien avec le retrait de l'arrêt stop, là, les autres mesures. Fait que c'est pour ça que il faut le prendre en bloc, là, la Moi, ce que recommandation. j'entends, c'est que nous autres, on fait ça aujourd'hui, puis ça n'est rien qui nous empêche d'appeler 5-8 pour faire nettoyer la végétation. C'est pour ça qu'on bloque, on refuse, mais il y a d'autres options pour améliorer la situation. Est-ce que je comprends bien? Ben, écoutez, moi, c'est une résolution, là. Oui, c'est. On peut accepter d'autres options, mais on ne peut pas tout refuser, mais moi, je de toute façon. Oui, je parle, oui, c'est ça, au niveau administratif, là, je parle. Si vous voulez faire d'autres interventions, s'il y a d'autres interventions, ça peut être fait par des citoyens aussi, là, par rapport à la visibilité. Là. Exact. Mais moi, je parle de la recommandation en bloc. Là, Ouais. Donc, peut-être une dernière question aussi. Donc, vous nous dites qu'on n'est pas conforme donc, avec les normes du gouvernement du Québec au niveau du transport en gardant ce stop-là. Quelle en est la conséquence si on le garde là? Est-ce qu'il y a une conséquence quelconque? On va-tu devoir payer une amende ou quelque chose comme ça? Je ne crois pas. Bon, ben. Donc, vous, les trois, Oui. donc c'est unanime, vous ne la recommandez pas. Ça va être noté au conseil d'arrondissement, dans le procès verbal et dans la résolution. C'est bien. Donc, pas d'autres questions. On passe à notre dernier point qui est la levée de la séance. Numéro 7. Merci. So thank you very much. So again, if there's any questions about what we're discussing, I know it's very elaborate, but don't be shy to contact us if you want any information or have any questions about this. Thank you very much. Merci. Donc,